Alors reprise ici sur le grand C, une différenciation génétique obligatoire et tout d'abord une évolution constante avec ces végétaux ici qu'on appelle la fleur d'oiseau, Euphorbia titimaloides. On vous demande de montrer que des sous-espèces géographiquement proches sont également proches parentes, formant un anneau autour de la mer des Caraïbes. Eh bien, cet anneau, il est ici, comme je vous l'ai expliqué, les premières espèces apparues ici en noir ont évolué en partant vers le sud, puis ici et ensuite sur les îles des Caraïbes en revenant sur le Mexique. Et donc, ces deux espèces proches géographiquement sont éloignées, c'est ce qu'on va voir après. Donc, les sous-espèces géographiquement voisines sont aussi proches parentes autour de la mer des Caraïbes. On retrouve successivement ça, 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 ça. Utilisez ce document pour montrer qu'une différenciation génétique progressive est observée entre ces sous-espèces. Eh bien, on constate que le taux d'hétérozygosie, qui est mesuré ici, pour deux gènes, le gène G3PDH et SGN, etc., varie chez les différentes sous-espèces, ce qui montre une différenciation génétique progressive entre les sous-espèces. Et si on regarde ces espèces et qu'on compare avec la carte, on retrouve le mouvement indiqué précédemment. Troisième question, ces deux espèces ne peuvent plus se reproduire, j'ai dit tout à l'heure. Donc de proche en proche, les sous-espèces ont colonisé l'environnement en formant un anneau autour de la mer des Caraïbes, en s'installant dans des environnements abiotiques changeants. Alors abiotique, ça veut dire le milieu de vie. Abiotique, littéralement sans vie. C'est pas les êtres vivants qui imposent quelque chose, c'est le milieu. Et ce milieu est changeant puisqu'on n'a pas le même climat sur des îles ou sur un continent. Aux extrémités de l'anneau, les deux sous-espèces, ces deux-là sont à l'extrémité de cet anneau, se trouvent géographiquement proches, mais la différence génétique qui existe entre elles est telle qu'elles ne peuvent plus se reproduire entre elles. On est presque à deux espèces différentes. Différenciation génétique, donc, s'est installée, allant jusqu'à une probable spéciation. Autre exemple, celui de ces poissons qu'on appelle des corégones, qui sont chassés par des brochets. Et donc, on demande d'établir une relation entre la taille des populations et la présence de leurs prédateurs. C'est ce document qui nous permet de le voir. Donc, en présence de brochets, les points bleus, on a des individus qui peuvent être géants, jusqu'à presque 50 cm, et des individus nains qui sont toujours inférieurs à 25 cm. En l'absence du brochet, les points verts, eh bien, on ne va jamais au-delà de 20 cm, entre 10 et 20 cm à peu près. On peut donc supposer que la présence du brochet est responsable de la différence de taille des individus. On va le démontrer. On a ici la distribution géographique des corégones, où elles vivent en fonction de leur taille, donc les populations géantes et les populations naines. On nous demande d'établir une relation entre la taille, leur milieu de vie, leurs ressources nutritives et la pression de prédation exercée par le brochet, ce qui fait beaucoup de choses à démontrer. Donc les individus nains, ils vivent en zone pélagique, presque exclusivement. Ils échappent donc géographiquement à la prédation du brochet qui, lui, vit en milieu littoral, quitte à se nourrir de zooplancton, parce qu'il trouve que ça à manger à cet endroit-là, qui est peu nourrissant, et donc ils grandissent peu. Donc ça restreint leur possibilité de croissance. À l'inverse, les individus géants, on voit que c'est l'habitat littoral qui est grandement majoritaire. Ils ont
Plus de nourriture, des invertébrés notamment. C'est dans le document suivant qu'on voit ce qu'ils peuvent manger et à quel endroit. On peut remarquer que la majorité d'entre eux mesurent 19 à 20 centimètres. Au plus haut ici, c'est 19-20 centimètres. Alors que le brochet, on nous dit qu'il ne peut capturer des proies que d'une taille de 18 centimètres maxi, donc super, ils sont protégés des brochets du coup. Leurs ressources nutritives leur assurent une croissance rapide jusqu'à atteindre une taille qui leur permet d'échapper à la prédation du brochet et donc d'occuper le même milieu de vie que lui. C'est ici que l'on voit les sources de nourriture aux différents endroits pour les corégones. Donner des arguments en faveur d'une spéciation en cours chez les corégones, guidée par l'environnement biotique. Donc cette fois-ci, ce sont les êtres vivants qui sont responsables de la spéciation en cours. Ces êtres vivants, ce sont les brochets. Donc si les populations naines et géantes peuvent toujours se reproduire, on nous le dit, mais leur descendance montre un faible taux de survie. Donc ça veut dire qu'on est en train de passer à 2 espèces différentes. Par ailleurs, les individus de tailles différentes ont des zones de frai, donc là où ils se reproduisent, différentes, pouvant à terme mener à ce qu'on appelle un isolement reproducteur. Ils vont plus tout simplement se rencontrer. On a donc ici une situation où les facteurs de l'environnement biotique, c'est-à-dire la présence du prédateur et la disponibilité des ressources nutritives, sont à l'origine d'une différenciation génétique entre populations et d'une probable spéciation en cours. Ce qui amène à la notion 52, où on retrouve ces termes de biotique et abiotique qui sont importants à connaître. Et pour finir, vers une définition génétique de l'espèce. Jusqu'ici, on a défini une espèce avec des critères morphologiques, les individus se ressemblent, et avec des critères d'interfécondité. Eh bien, voyons ici que on vous demande, à partir de l'exploitation du document, montrer que le concept d'espèce présente des limites, alors tel qu'on le connaît en effet, puisque le critère morphologique ici, si on parle des chiens, ils appartiennent tous à la même espèce, et pour autant, ils sont loin de se ressembler. Et par contre ici, on a 2 espèces différentes, un aigle et un pigargue, qu'on prendrait facilement l'un pour l'autre, tellement ils sont ressemblants. Bon, si on regarde bien les pattes, elles sont pas de la même couleur, mais enfin, ils ont une allure vraiment très très ressemblante. Donc la morphologie, ça va pas. Le critère d'interfécondité, il a lui aussi ses limites, puisqu'il existe des individus hybrides qui sont issus de la reproduction d'espèces proches. Je pense ici, je l'avais cité dans la vidéo précédente, à l'ours blanc et à l'ours brun, dont on a constaté des petits qu'on appelle des pislis. Il y a plusieurs noms. Pisli, c'est croisement d'un grizzly et c'est-à-dire un ours brun et d'un ours blanc. Et donc ça existe. Est-ce que l'espèce va perdurer? Il faut du temps pour le savoir, mais c'est compliqué de définir le terme d'espèce. On va donc essayer de le définir de manière génétique. On vous demande d'utiliser l'exemple de la girafe pour montrer l'apport des études génétiques. Alors les girafes semblaient toutes de la même espèce, même si elles avaient des, je sais pas comment les appeler, des quadrillages un petit peu différents d'un endroit à une autre. Euh, on, on pensait qu'elles appartenaient toutes à la même espèce. Et en fait, on a construit un arbre phylogénétique à partir des données moléculaires. Et cet arbre montre qu'il y a 4 grandes espèces de girafes. Et on l'a construit en séquençant des portions d'ADN, c'est-à-dire en déterminant le nombre de A, de T, de C et de G dans des molécules d'ADN. Et ça nous amène à donner une définition génétique de l'espèce, donc qui repose sur la comparaison de séquences d'un gène. Alors très souvent, ce gène, c'est celui de la cytochrome oxydase. On le voit dans le document suivant, la cytochrome oxydase 1, qui est une enzyme impliquée dans la respiration cellulaire.
qui se trouve dans les mitochondries. Donc, on peut facilement comparer cet ADN et vous avez ici des variations intraspécifiques. Donc, dans une espèce, il y a une certaine distance génétique, mais jamais aussi grande qu'avec une autre espèce qui peut présenter une plus grande variation génétique d'ailleurs que la première, mais on parle ici de distance interspécifique qui ne peut pas être franchie. Donc ce petit graphique, je vous conseille de savoir le représenter et le présenter dans une copie. Donc lorsque les séquences de ce gène varient de façon significative entre deux individus, au-delà d'un seuil que l'on définit, la distance génétique est suffisante pour établir que les deux individus appartiennent à deux espèces différentes. Donc avec toutes ces informations, on regarde le spécimen au microscope, on recueille des données, on fait des photographies au microscope, on extrait son ADN, on le séquence, on fait de la PCR. Eh bien tout ça, ça amène à définir une espèce de manière génétique. Ce qui amène à la notion 53. Toutes les espèces apparaissent donc comme des ensembles hétérogènes de populations évoluant continuellement dans le temps. Je vous invite pour clore ce chapitre, enfin cette partie 3, à répondre au QCM ou QCU et aux autres exercices qui sont bien faits, vous permettent de bien réviser votre tableau par exemple de l'équilibre. Voilà ce document que je viens de vous dire de mettre dans votre cours. Un exercice pour s'entraîner à la prise de parole et enfin un métier et les questions éventuelles du jury. Merci pour votre attention.